Bonjour tout le monde, bon matin. C'est le lendemain de la Saint-Jean. Vous êtes vraiment courageux de vous connecter comme ça puis de venir vous former. C'est vraiment super de vous voir là. Alors, je me présente pour la prochaine heure. On va travailler ensemble, donc c'est important, je me présente. Marie-Josée Arnois ou Marino Arnois, mais les gens me connaissent plus sous le nom d'Arnois. Je suis conseillère pédagogique au Récit national de l'adaptation scolaire. Donc, le récit qui travaille en fait à utiliser les technologies en soutien aux élèves qui font partie de l'adaptation scolaire. Alors, c'est un peu mon mandat. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de venir parler au congrès d'été de l'Institut des troubles d'apprentissage. On m'a demandé de vous parler, en fait, de vous entretenir sur comment on pourrait faire à la rentrée, quand on va arriver avec tous les élèves qui vont être en présence. Comment on va faire pour combler le vide scolaire? Donc, mon titre n'en dit long. Donc, vous avez vu le jeu de mots aussi avec la COVID. Donc, suite à la pandémie, à l'arrêt scolaire, je dois vous dire que on va avoir des portraits différents de nos élèves, donc différents paramètres. Comment on va faire pour rattraper, parce que les élèves n'ont pas fait tout à fait les mêmes parcours. Donc, à la rentrée, comment on va faire pour faire en sorte qu'on soit capable de faire avancer, de faire apprendre, d'enseigner. Donc, comment on peut organiser tout ça? Attendez. L'écran est en pause, on va reprendre le partage, voilà. Alors, la description de l'atelier, donc si vous êtes inscrit, vous l'avez lu. Je ne le relirai pas au complet, mais qu'est-ce qui est important pour moi, c'est d'offrir une occasion pour vous de réfléchir avec moi. Donc, moi, j'ai déjà amorcé une réflexion et je veux vous partager ma réflexion puis vous amener à réfléchir aussi. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une centaine de personnes de connectées. Je suis vraiment choyée. Merci vraiment de m'avoir choisi. Et c'est sûr que notre interactivité va être un petit peu plus limitée étant donné qu'on est plusieurs personnes. Alors, votre réflexion, je vous invite peut-être de la mettre dans le clavardage. Vous pouvez discuter ensemble dans le clavardage, ça pourrait être intéressant aussi. Et je vais vous montrer dans la prochaine diapo ici. On va utiliser un autre outil qui s'appelle Padlet. Donc, avec l'hyperlien qui est dans le bas ici, j'ai préparé un Padlet pour vous pour toutes les présentations. Si vous avez des questions, par exemple, des commentaires, ou encore vous voulez faire juste une prise de notes collaborative, vous pouvez utiliser le Padlet, donc avec l'adresse de raccourci qui est dans le bas. Et c'est sûr que là, je peux pas être je suis une superwoman, là, mais je suis pas capable d'être en animation puis de vous répondre aussi en même temps. Je ne suis qu'une personne. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avec le Padlet et le clavardage, que je puisse vous répondre asynchrone. Donc, une fois que la conférence sera terminée, ça me permettra peut-être de vous répondre de façon plus personnelle. J'espère que ça vous convient comme ça. Donc, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, voici le plan du webinaire. Alors, on va commencer par se faire un portrait de la situation actuelle. Donc, où est-ce qu'on en est présentement avec les dernières annonces du ministre? Là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu autrement. Donc, ça fait partie de la situation actuelle. J'ai 5 pistes à vous proposer au niveau de la réflexion pour combler le vide scolaire, justement. Donc, je vais vous parler de la compétence de l'apprenant. Je vais vous parler de la conceptualisation, modélisation, du modèle RAI, de la CUA ou la conception universelle des apprentissages et de la différenciation pédagogique. Donc, ce sont les 5 pistes que j'ai trouvées qui pourraient nous aider peut-être à faire en sorte qu'on ait une rentrée plus agréable, puis faire en sorte que nos élèves puissent faire des apprentissages et progresser là, avec le moins de retard possible par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et ensuite de ça, on ira à la conclusion. Aujourd'hui, pendant le webinaire, donc je vous ai parlé du Padlet que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir utiliser le clavardage aussi. Et à 2 moments dans le webinaire, je vais utiliser le tableau blanc, donc qui est un outil qui est intégré dans Zoom. Alors, peut-être que Philippe, tu pourras nous aider à ce moment-là. Où est-ce que vous allez à interagir sur l'écran pour, je vais vous faire voter. Alors, ça va être les outils que vous allez avoir à utiliser pendant ce webinaire-là. Alors, la situation actuelle,
Notre année vient de terminer, les élèves sont retournés en vacances, comme on pourrait dire. Alors, moi, ce que j'ai réfléchi, c'est que depuis le début de la pandémie, on a eu différents portraits d'élèves, je dirais. Il y a eu toutes sortes de situations qui se sont produites dans les familles aussi. Alors, j'ai essayé de réfléchir quel était le scénario qui était le plus favorable à la continuité pédagogique et le scénario qui était le plus nuisible à la continuité pédagogique et de voir en fait les deux extrêmes. Quelles sont nos balises avec lesquelles on va travailler? Puis il y a des élèves qui se situent entre ces deux extrémités-là. Alors, pendant l'arrêt scolaire, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que tous les élèves étaient à la maison. Donc, on a eu des élèves, qu'est-ce qui est favorable? Là, je suis dans le favorable. Donc, qu'est-ce qui est favorable? C'est que les élèves ont eu accès à des contenus scolaires et ont eu accès aussi à un adulte en soutien. Parce qu'on le sait que pendant la pandémie, peut-être que les parents étaient en télétravail, peut-être qu'ils travaillaient à la santé. Donc, ces élèves-là ont eu accès à un adulte, ça peut être un grand-parent, une tante, un autre adulte, et ils ont eu accès à des contenus scolaires parce qu'il y avait le matériel qu'il fallait peut-être à la maison. Okay? Donc, ça fait partie du scénario qui était le plus favorable, je dirais. Et quand on a eu la reprise scolaire, soit que ces élèves-là sont restés à la maison, soit ils sont venus à l'école et ont continué à avoir accès à des contenus scolaires et ont eu accès à un adulte en soutien. Donc, qui favorisait l'apprentissage scolaire. Ça, c'est le portrait là, qui est le plus positif, je dirais, celui qui est le plus favorable à la continuité scolaire. Alors, pour ce qui est du côté nuisible, vous allez voir que c'est le contraire complètement. Donc, pendant l'arrêt scolaire, tout le monde est à la maison, bien sûr, mais pour toutes sortes de raisons que les élèves n'ont pas eu accès à des contenus et il n'y avait pas d'adultes non plus en soutien. Et ça, c'est, je vous dirais, un portrait qui est assez réaliste. Il y a plusieurs élèves que les parents étaient occupés ou quand on parle d'adolescents, par exemple, ils étaient réquisitionnés pour s'occuper des plus jeunes, donc il n'y avait plus d'énergie nécessairement pour pouvoir poursuivre les apprentissages. Donc, ça fait partie de la réalité, ça existe. Et quand on a eu la reprise scolaire, ces élèves-là sont restés à la maison et ont continué à ne pas avoir accès à des contenus scolaires ni à un adulte en soutien. Donc, ça, c'est le portrait. Donc, on a nos deux extrémités. Puis là-dedans, on a des élèves que des fois, ils ont poursuivi, des fois, ils n'ont pas poursuivi. La motivation a peut-être relâché un petit peu vers la fin ou au début, non, si tu penses que je vais le faire, et peut-être les gens se sont équipés au travers de ça. Donc, vous comprenez, là, il y a toutes sortes, on appelle ça géométrie variable. Donc, c'est ce qui va se retrouver dans nos classes quand on va faire la rentrée scolaire au mois d'août. Une autre source d'information pour nous donner la situation actuelle, peut-être que vous l'avez vu passer dans les médias sociaux, l'organisme Academos a fait un sondage auprès de 950 élèves qui étaient âgés entre 14 et 30 ans et ça venait de partout, de partout au Québec. Donc, 14 à 30 ans, vous avez compris, c'est du secondaire, collégial et de l'université. Donc, depuis le début de crise, qu'est-ce que le sondage nous dit? C'est qu'il y a 43 des jeunes qui se disent qu'ils sont beaucoup moins motivés par l'école et 37 moins motivés. Donc, quand on additionne les deux, on n'est pas loin d'un 80 des jeunes étudiants, secondaires, collégiales, universités, qui sont moins motivés par le scolaire. C'est assez important. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, quand on va revenir à l'école, il va y avoir un travail à faire au niveau de la motivation, à donner de la signifiance aux apprentissages. Ça nous donne une bonne piste en tant qu'intervenant. De l'autre côté, on a 14 qui sont autant motivés, puis 6 qui sont plus motivés. Donc, l'apprentissage, parce que là, on était à distance, il faut se questionner aussi peut-être sur la manière, on n'était pas vraiment prêt non plus à aller vers l'apprentissage à distance, mais il y en a pour qui ce mode d'apprentissage-là, ça a favorisé la motivation. Alors, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant qu'on n'est pas motivé du tout, aucunement motivé, et 10, on est extrêmement motivé. La motivation, parce qu'ils ont fait une prise d'information, c'est quelle était ta motivation avant l'arrêt scolaire et une fois que la pandémie était là, quand on est arrivé au confinement. Donc, la motivation scolaire est passée de 7 sur 10 à 4 sur 10 en moyenne. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment eu un problème au niveau de la motivation. Donc,
après ça, ils ont réparti ça, imaginez-vous donc, par secteur, parce que là, on ne parle pas tout à fait du même groupe d'âge, hein, on n'est pas tout à fait dans la même maturité, je dirais. Donc, quand on regarde beaucoup moins ou moins motivés, on a 79% de nos jeunes du secondaire qui répondent à ce portrait-là. Donc, si on travaille au secteur jeune, ben ça veut dire que ça nous touche. Faut qu'on le prenne en considération. Malheureusement, le primaire n'a pas été sondé, mais ça nous donne quand même une bonne idée avec nos adolescents à la rentrée, ce sur quoi il va falloir qu'on travaille. Je vous ai mis des petits graphiques là, rapidement, juste pour vous dire, on disait que les élèves, dans le sondage, il y avait sondé des élèves du secondaire, du cégep de l'université, mais les élèves du secondaire représentaient quand même 60% des répondants. Donc, les réponses ou l'analyse des informations qu'on vous donne, ça veut dire que c'est quand même majeur par rapport au secteur jeune. Je veux juste vous dire aussi que si vous voulez aller voir plus en profondeur ce sondage ou l'écrit du sondage, en cliquant sur la source, si vous avez accès à la présentation, bien, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'article. Donc, tantôt, je vous parlais aussi de l'évaluation de la motivation scolaire avant la pandémie, après la pandémie. Donc, voici comment ça s'est réparti. Donc, on voit que le pic est à 8 sur 10, mais quand on regarde l'ensemble, ça fait une moyenne de 7. Puis quand on regarde après ça la répartition de l'après-pandémie ou pendant la pandémie, bien, on voit que la répartition est à 2, 3, 4, 5 pour faire une moyenne de 4. Donc, on a des élèves qui sont descendus à 2, là, on est passé de 8 à 2. Donc, c'est un enjeu vraiment important pour la suite des choses, je crois. Et là, bien, qu'est-ce qui influence ta motivation? Négativement. Alors, on va commencer à voir, mais là, c'est de la perception des enfants. OK? Donc, on a le premier en tête de liste, c'est les distractions à la maison. Je vous avouerai que peut-être que jouer aux vidéos, ça est plus attirant, peut-être que de faire des apprentissages en ligne. C'est possible. Et c'est de leur âge, je dirais. Mais les autres facteurs pourraient être intéressants aussi à considérer parce que, bon, il y avait le manque de contact humain, mais ça, ben, ça fait partie peut-être de la situation dans laquelle on était. Il y avait un manque de but concret. Donc, quand on a annoncé qu'il n'y avait pas d'examen de fin d'année, ça l'a fait baisser la motivation. Moi, ce que j'entends en dessous de ça, c'est qu'il y a il y a des sous-aspects à considérer. Donc, est-ce que la motivation ou l'apprentissage est lié à des évaluations où on peut apprendre pour le plaisir aussi? Donc, ça, c'est une question, moi, qui m'est restée quand j'ai lu cet item-là. Manque d'organisation de ma part, manque d'organisation de la part de mon établissement scolaire. Donc, les jeunes, on parle des jeunes secondaires, se sont peut-être pas sentis bien organisés. Peut-être qu'on n'était pas prêts, puis ça, c'est généralisé, hein, c'est de la perception des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, là. Il y a un manque de communication aussi de la part des enseignants, dont les jeunes sont en train de nous dire qu'ils auraient aimé être plus en contact avec les enseignants pour le secondaire collégial et université. Et un dernier facteur, c'est les problèmes familiaux. C'est sûr que en contexte de la pandémie, par exemple, le parent a perdu son travail, bien, c'est sûr que ça vient influencer peut-être sur le niveau d'anxiété qu'il y a dans la maison, le niveau de stress. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? L'autre question, qu'est-ce qui pourrait t'aider à augmenter ta motivation? Bien, c'est d'avoir, vous allez voir qu'ils sont cohérents, les jeunes. Ça va, un va avec l'autre. Donc, avoir des objectifs clairs à court terme. Donc, on parlait des examens, bien, il aimerait ça avoir des défis, mais là, vous voyez, on ne parle pas d'examen ici, on parle seulement d'avoir un défi ou un objectif clair. Sentir que les études que je fais vont m'aider. Donc, on parle de signifiance des apprentissages, vont m'aider dans mon métier. Avoir accès à des façons d'apprendre qui sont plus intéressantes, amusantes. Donc, comment on utilise notre pédagogie en ligne. Donc, les jeunes nous envoient un message. On dirait avoir moins de distractions, être mieux organisé, c'est cohérent avec ce qu'on a dit, mais si je vais voir les deux items qui sont surlignés en rouge, on dit parler régulièrement avec mon enseignant et être encouragé dans mes efforts par quelqu'un qui exerce le métier que je veux faire. Donc, ça, je trouve ça intéressant de dire, bien, peut-être les mettre en contact, dire, ben moi, les mathématiques dans ma profession, je les utilise de cette façon-là, puis le métier en question, bien, ça rejoint l'élève
qui veut faire ce métier-là aussi. Donc, ça donne de la motivation puis de la signifiance. Voilà. Alors, ça, c'était un beau résumé, n'est-ce pas? Je vous ai fait ça assez succinct. Si on regarde la situation, on regarde nos milieux de façon hors pandémie, OK? On enlève la pandémie de façon générale, sur quoi on a du pouvoir ou peu de pouvoir, ou je dirais même un pouvoir d'influence, comme intervenant scolaire. Bien, c'est sûr que tout ce qui est culture familiale, on peut avoir de l'influence, mais on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Sur les décisions puis les mesures ministérielles, on peut influencer, mais au bout de la ligne, la décision ne nous appartient pas vraiment. Puis sur les ressources humaines et matérielles disponibles. Ça, c'est au niveau de l'engagement puis au niveau des ressources qu'on a. Cependant, une fois qu'on les a, au niveau de l'organisation de ces ressources-là, là, on a du pouvoir sur comment on organise nos services. Et si je me fie seulement au sondage, aux réponses que les jeunes nous ont données, sur quoi on n'a pas de pouvoir dans ce qu'ils ont nommé? Ils ont nommé qu'il y avait la distraction à la maison. Moi, comme enseignant ou intervenante, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux influencer, je peux donner des stratégies à l'élève, sauf que c'est quand même l'élève qui doit le gérer. Et les problèmes familiaux, ben moi, comme intervenant scolaire, je trouve ça triste, mais j'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus. Donc, au total, quand on regarde le portrait actuel, c'est qu'il y a 5 éléments sur lesquels on n'a pas vraiment de pouvoir dans ce qui était nommé dans le sondage. Moi, j'ai tout fait cette analyse-là pour vous amener vers les pistes de réflexion. Ça m'a aidé à choisir qu'est-ce que j'allais vous proposer par la suite. Sur quoi on a du pouvoir hors pandémie, de façon générale, comme intervenant scolaire, on a du pouvoir sur l'organisation de notre classe. Que ce soit en présence ou à distance, ça nous appartient, on est capable de faire quelque chose. L'organisation des services, comment on organise les différents intervenants, comment l'accompagnement des élèves aussi, ça fait partie de l'organisation à quelque part. Le dépistage des difficultés avec l'intervention, ça j'ai du pouvoir là-dessus. Les contenus que je vais donner, ça j'ai du pouvoir là-dessus. Je peux choisir qu'est-ce que je vais donner en lien avec le programme, bien sûr. Et la connaissance de mes critères d'évaluation. Donc, si je connais bien mes critères d'évaluation, je vais pouvoir aller jouer. Puis, vous allez voir tantôt quand on va parler des différentes pistes, notre différenciation pédagogique, ça va me donner une latitude pour pouvoir travailler avec ça. Là, vous voyez dans le sondage, je ne les renommerai pas toutes, là, je les ai lus tout à l'heure. Donc, vous voyez la liste des éléments sur lesquels on peut avoir du pouvoir. Donc, au total, on a 16 éléments qu'on a du pouvoir, contrairement à 5 sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Alors, on est capable de faire quelque chose. C'est ce que ça veut dire. C'est décourageant un peu, mais c'est possible de faire du positif avec la situation dans laquelle on est. Dépendant des... Puis ça, je vous présente ici un modèle, un cycle de questionnement qu'on peut utiliser en équipe. En fait, ça a été proposé par le projet CAR. C'est un beau modèle. Donc, on peut s'asseoir en équipe et de réfléchir ensemble, de dire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été efficace, puis qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Est-ce qu'on reproduit des éléments qui ont été efficaces jusqu'à maintenant? Et dans les éléments qui étaient moins efficaces, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour qu'ils deviennent efficaces? Et vous voyez, c'est un cycle de questionnement. Moi, je pense que ça, c'est un bel outil à utiliser pour faire notre bilan de fin d'année, par exemple, pour pouvoir faire la planification pour l'an prochain. Peut-être que vous n'avez pas terminé vos réunions d'équipe encore, mais moi, je pense que ça, c'est une belle piste pour nous aider en équipe pour mieux organiser nos services. Donc, vous avez ici, si vous voulez aller plus loin, l'hyperlien pour aller lire le document au complet. Alors là, c'est à votre tour. C'est là qu'on va utiliser notre outil d'annotation. Moi, je vais quitter le mode plein écran parce que je veux vous accompagner dans Zoom aussi. Alors, ici, je vous présente un tableau. En fait, mon intention en arrière de ça, c'est d'aller vérifier vos connaissances antérieures en même temps. Donc, j'aimerais savoir dans dans le tableau que je vous ai présenté, les 5 pistes sur lesquelles on va réfléchir ensemble, lesquels de ces modèles sont actifs dans vos milieux. Donc, avant d'aller voter, je veux juste vous dire que si vous êtes dans Zoom, attends un petit peu, là, je pense que j'ai perdu, OK. Donc, il y a un outil annotation que vous pouvez utiliser. Donc,
vous pouvez le faire à main levée si vous voulez. Donc, seulement d'aller cliquer là-dessus. Si je ne me trompe pas, c'est dans les 3 points, à moins que Philippe me dise que du point de vue du participant, ce n'est pas la même chose. Mais il y a un outil crayon. Donc, vous pouvez aller faire un crochet vis-à-vis ou aller mettre à main levée vis-à-vis l'approche ou la piste que je vais vous proposer. Alors, je repartage mon écran parce que je voulais aller voir comment c'est organisé dans Zoom. Donc, est-ce que, moi, je veux savoir quels sont les modèles qui sont les plus actifs présentement dans vos milieux. Alors, est-ce que la compétence de l'apprenant, c'est quelque chose qui est utilisé dans vos milieux, qui est très actif? La conceptualisation, modélisation? Est-ce que le modèle RAI est très actif? Est-ce que la conception universelle des apprentissages est active? Est-ce que la différenciation est active? Donc, on se donne peut-être un petit 30 secondes. Je vous invite à aller cocher dans l'écran. Donc, directement dans l'écran, puis vous me donnez une rétroaction. En fait, ça me permet d'avoir un peu d'interaction avec vous, à savoir où est-ce qu'on en est. Dis-moi, Philippe. Je vois pour ceux sur l'iPad ne semblent pas avoir cette fonction, mais je crois qu'il n'y a pas cette fonction-là sur le webinaire. Donc, Oh non! Ah, je suis désolée. Merci de me le dire d'abord. Ben, vous pouvez peut-être l'écrire dans le clavardage. On va le faire comme ça. On appelle ça avoir un plan B, hein? exact. C'est correct? Alors, ben, je suis désolée, je vais quitter mon mode plein écran pour pouvoir retourner dans le chat. Voilà. OK, RAI, différenciation pédagogique. Oui, on aurait pu faire lever la main aussi, c'est vrai. Le modèle RAI est présent, la différenciation pédagogique. Merci Bernard de cette suggestion. Peut-être qu'on le fera, je vais vous le redemander tantôt, fait qu'on pourra le faire peut-être comme ça. RAI. OK, vous avez écrit dans le Padlet, Simon, c'est parfait. Donc, on voit que le RAI, la différenciation pédagogique, c'est très, très présent. OK? C'est bon. La CUA, je suis contente d'entendre ça. On va en parler. La CSRS, Simon, je pense que c'est la région de Sherbrooke, hein, c'est ça? 1, 2 et 3. Parfait. Conception universelle des apprentissages. Je passe rapidement. Hein. CSDL, c'est de l'anneau-d'hier ou quelque chose comme ça. Bon. Laval, merci. OK. Alors, je vais retourner en plein écran. Ça me donne quand même une idée de qu'est-ce qui est actif. Le RAI, la différenciation pédagogique, bien, ce sont des modèles qu'on connaît déjà. Donc, je vous propose d'autres pistes aussi qui pourraient nous aider justement à aider les élèves. Donc, la question que j'ai posée, c'est comment je peux aplanir la courbe. Hein? Je suis restée dans le modèle d'Horatio que j'ai trouvé qui était quand même une belle vedette inspirante. Donc, comment aplanir la courbe et diminuer le nombre d'élèves atteints par l'écart scolaire? Alors, je vous propose 5 moyens. Donc, je vais vous reposer la question à la fin si parmi les modèles qu'on vous propose, s'il y en a d'autres que vous avez le goût d'explorer après ça. Ça va? Donc, comment planir la courbe, diminuer le nombre d'élèves atteints par l'écart scolaire? Bien, ce qu'on entend beaucoup, ce qu'on lit beaucoup, en tout cas, moi, ce que je lis beaucoup, c'est qu'on se dit de se tourner vers les savoirs essentiels. La question que je pose, c'est, mais qu'est-ce que l'essentiel? Donc, on a notre progression des apprentissages qui nous donne des pistes là-dessus. Quand on est au primaire français, on a le bel avantage de dire qu'on a du gras étoilé qui peuvent nous dire qui sont les plus essentiels. Hein, c'est ça. Bon, je suis en train de placer ma lumière. Et ben, au travers de ça, là, on va être honnête ensemble. Là, est-ce que vous pensez qu'on va être capable de faire tout ça dans le peu de temps qu'on a? T'sais, on ne pourra pas rattraper 6 mois, ça va s'étaler. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix pour dire, ben là, qu'est-ce qui est le plus essentiel à nos élèves pour qu'ils poursuivent leurs études? Puis malheureusement, ben il y a des choses qu'il va falloir qu'on coupe, ou si on décide de ne pas les couper, il faut accepter que ça prenne plus de temps. Puis peut-être qu'on va en avoir pour 2, 3 ans à être décalé de notre programme qu'on fait d'habitude. Fait qu'il faut prendre les élèves où est-ce qu'ils sont avec leurs besoins et d'aller vers ce qui est essentiel.
Alors, la question, qu'est-ce qui est essentiel? Moi, je suis enseignante, j'ai une planification à faire pour la rentrée, puis on me dit de prendre ce qui est essentiel. Mais comment je fais, moi, pour savoir qu'est-ce qui est essentiel pour mes élèves avec le niveau dans lequel j'enseigne? Alors, il y a 3 critères qu'on peut se donner. C'est tout ce qui est préalable. Donc, cette notion-là, je dois la savoir pour la suite des choses. Donc, il faut avoir une connaissance quand même de l'année d'après, de qu'est-ce que les élèves vont apprendre au fil des ans. Qu'est-ce qui est transférable d'un contexte à l'autre et qu'est-ce qui va être durable comme apprentissage. Alors, ça fait partie de mes 3 critères quand je vais venir pour sélectionner. Puis c'est tout un travail intellectuel. Puis moi, je vous invite peut-être à consulter vos conseillers pédagogiques disciplinaires parce qu'ils ont peut-être déjà commencé à faire ce travail-là pour vous. Donc, de réfléchir avec eux ou d'aller voir qu'est-ce qui a été produit. Donc, ça nous aide un peu là, parce que si tout le monde reste seul dans son coin avec ça, vous n'y arriverez pas. OK? Donc, il faut travailler en équipe, puis je vous pointe vers les conseillers pédagogiques. Donc, qu'est-ce qui est essentiel? Au-delà de la notion académique, moi, ce que je pense, c'est d'aller vers ce qu'on appelle développer la compétence de l'apprenant. Donc, une fois qu'on va avoir développé la compétence de l'apprenant, les contenus qu'on va donner aux élèves, ça va être plus facile après parce qu'on va avoir appris à apprendre. C'est le cas de le dire. Je veux quand même prendre le temps de lire la citation suivante. Ce qui compte, c'est d'offrir à chaque élève des occasions d'apprendre ce qui est essentiel pour lui donner la chance de réussir. Ça, c'est Barzano qui nous dit ça en 2003. Je vous parle de la compétence de l'apprenant. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Alors, la compétence de l'apprenant, c'est apprendre à apprendre. Donc, la conséquence de ça, si on donne le temps, on enseigne aux élèves à apprendre, donc peu importe les contenus ou les retards qu'on a, on va le rattraper à moyen long terme. Donc, c'est sûr que ça prend plus de temps pour développer les stratégies d'apprentissage, puis on peut le faire en même temps qu'on passe des contenus disciplinaires sans problème, mais c'est de mettre l'accent peut-être ou de mettre notre regard sur l'apprentissage comme tel, sur les stratégies de l'apprentissage. Donc, ça va faire des apprenants qui vont être plus solides, puis ils vont être capables de faire des transferts par la suite dans d'autres apprentissages. Je vous donne une phrase ici, vous allez voir que tout ce qu'on va dire dans les 5 pistes que je vous propose, ils se rattachent, ils ne sont pas en silo. Donc, ils sont capables de travailler ensemble, on peut les jumeler ensemble. Tantôt, vous allez voir, je vais vous parler de la phrase qui est ici. Lorsque l'intention pédagogique de l'enseignante devient une intention d'apprentissage. Donc, nous, on a une intention pédagogique, mais l'élève, lui, est-ce qu'il peut se fixer un objectif? Ils nous l'ont dit dans le sondage qu'il y avait besoin d'objectifs. Donc, on peut les impliquer là-dedans, puis leur demander de dire, bien, quel est ton objectif? Dans ce que j'ai à t'enseigner, toi, qu'est-ce que tu as le goût d'apprendre là-dedans? Puis qu'est-ce que tu as le goût d'aller, comment tu veux aller plus loin? Donc, ça fait partie des moyens pour développer la compétence de l'apprenant. Je vous parlais de stratégies d'apprentissage. Je vous les donne explicitement ici. Je me suis inspirée de la taxonomie des stratégies d'apprentissage de Christian Bégin, à ne pas confondre avec le comédien. Ici, on parle bien du chercheur. Alors, il a déployé une taxonomie, un cadre de référence simplifié. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Donc, vous voyez dans le lien en bas, si vous voulez aller plus loin dans sa recherche, vous pouvez aller le lire. Il a établi ça en 2008. Alors, il y a des stratégies métacognitives, on a des stratégies cognitives. Donc, dans nos stratégies métacognitives, c'est anticiper. Qu'est-ce qu'on attend de moi ou quel sera le résultat que je dois produire? Et il y a le s'auto-réguler. Donc, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, puis qu'est-ce qui a été efficace dans ce que j'ai fait? Quand on donne dans les stratégies cognitives, on a les stratégies cognitives de traitement de l'information et d'exécution. Donc, sélectionner l'information, répéter un modèle, décomposer une information ou un concept, comparer. Comparer, ça revient souvent dans les stratégies d'apprentissage. Donc, vous allez voir tantôt quand on va parler de conception, modélisation, ça va revenir. Donc, la comparaison, c'est une stratégie qui est très, très utile. Élaborer, organiser l'information aussi. Puis, au niveau de l'exécution, on a évalué. Il faut faire attention entre évaluer et s'auto-réguler. Il y a une nuance entre les deux. S'auto-réguler, c'est qu'on va se regarder faire, tandis qu'évaluer, c'est un objet qui va être à distance, c'est pas loin du jugement critique. OK? Donc, il y a une petite nuance entre les deux. On va aller vérifier, on va les produire, puis on va les vulgariser. Donc, quand un jeune est capable, ben, c'est Einstein qui disait ça, je vais vous le répéter dans mes mots. Einstein disait, si on est capable d'expliquer quelque chose simplement, c'est parce qu'on l'a bien compris.
Donc, si on amène les jeunes à exprimer puis à expliquer ce qu'ils ont appris, ça fait partie de la compétence de l'apprenant. Allons vers une deuxième piste. Hey, j'ai oublié de vous dire tantôt, il y avait un Padlet. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, je l'ai remis dans le bas. Puis pour chacune des colonnes, vous pouvez mettre vos questions, vos commentaires. Puis encore, vous pouvez faire une prise de notes si vous voulez. Je vous fais juste un petit rappel ici. Donc, comment on peut aplanir la courbe? Un deuxième moyen, puis qui pourrait nous aider à travailler avec nos élèves qui ont des différences, qui arrivent à l'école avec pas le même bagage là, depuis presque 6 mois. Donc, la conception, modélisation, pour moi, qui est un... Vous allez trouver ça très théorique, mais vous allez voir que c'est quand même assez... c'est facile à faire quand même. Bien, c'est facile, ça demande du travail, mais c'est assez simple comme pour comprendre. Donc, en résumé, tu sais, mettons que je vous donne un résumé dans mes mots, tout simplement, c'est qu'on va présenter des exemples aux élèves. On va présenter un exemple de produit réussi, puis un exemple de produit non réussi, puis ensemble avec les élèves, on va établir les critères de réussite. Pourquoi on va dire que cet exemple-là est réussi, puis pourquoi celui-là n'est pas réussi? Puis dans l'exemple qui est réussi, quelle stratégie on peut mettre en place pour arriver à ce produit-là? Et après ça, on les met en action, puis on leur demande de reproduire, de manipuler le concept ou la notion qu'on va enseigner. Donc, on est dans du développement de compétences ici. Donc, ça, peu importe qu'est-ce qu'ils ont appris, on va aller travailler au niveau des concepts. Donc, vous voyez, on est plus au niveau du méta qu'on n'est pas dans du cahier d'exercice, là. On est vraiment dans la compétence de l'apprenant aussi. C'est lié ensemble, ces deux pistes-là. Donc, conceptualiser ou modeler des connaissances permet d'abord au professeur de se construire un modèle pour réfléchir. Là où est-ce que ben, ça prend de la planification faire ça parce que l'enseignant doit savoir qu'est-ce qu'il veut développer comme concept avec ses élèves. Et une fois que ça c'est établi, ben, après ça, ben, il va pouvoir aller explorer avec ses étudiants. Moi, je vous dirais que cette approche-là m'a fait beaucoup penser à les communautés philosophiques, donc la pensée philosophique. Donc, ensemble, on va définir un concept, on va le développer, on va s'assurer d'une bonne compréhension, puis après ça, on va essayer de l'appliquer dans un autre contexte, on va essayer de transférer. Donc, ça, c'est une définition de Etu en 2016. Je dirais que je me permets de le dire, je le sais qu'elle va être plus tard dans le colloque, alors je vais la nommer la reine de la conceptualisation, modélisation. Donc, le modèle pédagogique de Britt Maribart ici. J'espère que j'y ferai pas honte, que mon interprétation est bonne de son modèle. Alors, le modèle pédagogique de Britt Maribart nous amène à travailler en conceptualisation. Donc, comme je vous disais, il y a 3 phases. C'est pas obligé de s'étaler sur 2 mois. Il faut que ça soit quand même relativement court. Ça peut rentrer dans une période. Donc, on pourrait commencer par la phase d'exploration. C'est ce qu'on nous propose dans la démarche. Donc, ça peut être une résolution de problème. Ça peut être aussi qu'on part d'un concept puis on demande aux élèves de définir qu'est-ce qu'ils comprennent de ce concept-là, mais ça pourrait être le contraire aussi. Ça pourrait être Géopardy, par exemple. Donc, l'enseignant donne des indices et l'élève doit essayer de trouver de quel concept l'enseignant veut enseigner, l'enseignant veut transmettre. Donc, après ça, une fois qu'on a travaillé notre exploration, on va aller dans la clarification, vérification de la représentation mentale. Je vous donne un exemple parce que ça, la conceptualisation, modélisation, on l'utilise beaucoup. Ben moi, en tout cas, je l'ai vu en utilisation auprès d'élèves autistes et ça fonctionne quand même assez bien. Donc, je vous donne l'exemple. On travaillait la bande dessinée et on voulait leur faire comprendre les différents concepts autour de la bande dessinée. Alors, on parlait d'une planche, une planche de BD, un concept assez simple. Mais qu'est-ce que c'est qu'une planche? Moi, dans ma connaissance, une planche, c'est fait en bois, on peut aller sur l'eau avec ça. Donc, mais une planche de BD, qu'est-ce que c'est? Donc, on est allé au niveau de la représentation mentale, au niveau visuel, puis on a fait une comparaison. Quand on parle de ça, on ne parle pas de ça. Donc, ça nous permet de consolider la représentation mentale des enfants. Puis, après ça, on arrive à l'abstraction. Bien, l'abstraction, dans nos mots, à nous autres ici au Québec, on va appeler ça du transfert. Donc, on va le remettre dans une situation dans laquelle on va demander d'utiliser ce concept-là, puis on va aller vérifier sa compréhension du concept. Et ça date de 1987 et repris en 2001 par une édition revue et augmentée. Donc, je parlais de stratégie d'apprentissage tantôt. On est un petit peu là-dedans. Vous allez voir, il y a des choses qui se répètent. Puis,
puis je faisais une allusion à la philosophie pour enfants, on parle de processus mentaux. Puis quand on est en philosophie pour enfants, c'est ça qu'on développe. Donc, les mots qu'on utilise sont porteurs de sens. Puis qu'est-ce qu'on veut dire? Quand je te parle d'un facteur, là, est-ce que je suis en mathématiques ou je suis dans un métier? Donc, quelqu'un qui livre des lettres s'appelle un facteur, mais un facteur, c'est aussi une dénomination d'un nombre, une décomposition d'un nombre. Donc, le mot facteur est polysémique. Donc, c'est un processus mental. Il faut être capable de dire de quoi on parle dans ce moment-là, dans ce contexte d'apprentissage-là. Donc, je reviens à mes processus mentaux. Donc, il y a la perception, il y a la comparaison, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, l'inférence, pas facile l'inférence, et on fait des hypothèses aussi. Et tout ça, ça nous amène à développer la métacognition de l'élève qui va faire en sorte que peu importe le contexte d'apprentissage après ça, on va avoir développé ça, cette façon de réfléchir, et l'élève va être actif aussi, puis il va pouvoir faire des connexions peut-être plus facilement. Ah, le troisième modèle, celui qui a été nommé souvent dans le clavardage, le modèle RAI. Alors, je vois qu'il est quand même assez utilisé. Je vais quand même le présenter, peut-être plus rapidement, étant donné que c'est très en vogue ou très actif dans vos milieux. Donc, le modèle de réponse à l'intervention. Donc, vous voyez que c'est un modèle à 3 niveaux. On va parler de dépistage, on va parler d'intervention et on va parler d'évaluation des interventions ou monitoring, dépendant de l'appellation qu'on a dans notre milieu. C'est sûr que là, on va arriver avec des élèves, comme je disais tantôt, à géométrie variable. Il faut aller voir l'état des connaissances. Donc, il faut faire une cueillette de données auprès de nos élèves, à savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans leurs apprentissages. Alors, le dépistage, c'est un bon moyen pour le faire. Il faut faire attention, OK? Parce que là, le dépistage, il ne faut pas penser qu'il faut passer les examens de l'année d'avant. Tu sais, le dépistage, c'est la situation actuelle maintenant. Donc, c'est pas une série de tests écrits, papier, crayon, nécessairement qu'il faut passer quand on va faire notre dépistage. Il faut aller explorer plusieurs, on appelle ça de la triangulation quand on est en sciences ou en recherche. Donc, pas seulement les productions. Vous voyez à droite, là, vous avez le petit triangle là, qui vient vous l'expliquer un peu. Donc, la production, c'est seulement une des pointes de ma triangulation. Donc, il faut que je fasse des observations aussi. Donc, l'élève, quand il est avec les autres, quand il travaille par lui-même, il faut que j'aille observer comment il va travailler. Et je peux avoir des conversations avec, donc d'avoir en lecture, on va parler d'entrevues de lecture, mais je peux faire des entrevues au niveau de l'écrit aussi. Non, mais en maths, on peut faire ça avec nos causeries mathématiques. Donc, il ne faut pas seulement s'appuyer sur nos examens de l'année précédente, papier-crayon, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, comment on peut aller chercher des preuves de l'apprentissage? Il faut trianguler. Donc, comme ça, on risque de moins d'erreurs au niveau de notre dépistage et ça va permettre à notre intervention d'être peut-être plus ciblée. Au primaire, ça va bien. Au secondaire, il faut user de créativité parce que si, par exemple, on est en français de 2e secondaire, on a beaucoup d'élèves. Alors, comment je vais faire pour tout faire ça? C'est sûr que le papier-crayon va être un mode qui va être plus privilégié parce que c'est la quantité d'élèves ou comment on peut répartir peut-être ce dépistage-là avec d'autres collègues là, pour venir travailler avec nous. Je suis très consciente qu'au secondaire, on ne vit pas tout à fait les mêmes accès à l'information ou aux connaissances des élèves. Des tests, un petit texte pour réfléchir qui a été écrit aussi par Isabelle Sénécal et Jasmine Saint-Laurent. Donc, c'est un texte qui a été produit par Innovation Sainte-Anne. Je vous invite d'aller le lire parce que on nous donne 6 conseils pour évaluer les apprentissages à distance. On parlait d'évaluation formative. Même si là, on ne sera peut-être pas à distance, le 4 et 5 va être à distance, mais même si on n'est pas à distance, je pense qu'il peut être inspirant aussi pour nous donner une réflexion ou des manières de faire ou d'analyse des données, même si on n'est plus à distance. C'est quand même un texte qui est pertinent que je tenais à vous partager aussi. Ça va? On continue? Alors, là où est-ce qu'on peut aller plus loin, c'est qu'une fois qu'on a fait nos dépistages, puis on est en train de faire notre intervention, quel dispositif, qu'est-ce que je peux faire avec ma classe pour faire des interventions efficaces? C'est sûr que là, la présentation que je vous fais aujourd'hui,
j'y ai pensé avant d'avoir l'annonce du ministre avec nos sous-groupes de 6, mais je vous les partage quand même, OK? Parce que des fois, ça pourrait peut-être allumer des affaires. Alors, quand on parle de notre intervention, moi, je pensais, est-ce qu'on pourrait faire du looping? Donc, du looping, c'est quand un enseignant va suivre son groupe d'élèves 2 ans de fil. Là, on a vécu comme une demi-année ou un 3/4 d'année, mais l'enseignant, il connaît très bien ces élèves-là. Mais est-ce que le looping, au lieu d'être 2 ans, pourrait être comme jusqu'aux fêtes ou jusqu'à la première étape? Je pense surtout au lien d'attachement, puis je pense surtout à prendre soin de l'affectif des élèves à travers de ça, mais surtout qu'on va être plus efficace peut-être au niveau de la connaissance de nos élèves, où est-ce qu'ils sont rendus, parce qu'il y a des élèves qui sont venus à l'école aussi. Donc, ça va nous permettre peut-être de faire des allers-retours. En tout cas, c'est une suggestion, puis ça dépend des cultures de milieu aussi, si on est ouvert à ça ou pas, ou si on se sent à l'aise avec ça. C'est une idée. Moi, je suis là pour donner des idées. On peut parler de co-enseignement. Donc, peut-être mon orthopédagogue elle peut venir enseigner avec moi, mais est-ce que je peux avoir un autre enseignant avec moi à d'autres moments quand je sais que je vais aller travailler quelque chose de plus difficile parce que j'ai fait mon dépistage, hein? Donc, je sais que ça, je vais avoir besoin de bras puis que je vois que mes élèves ont plus de difficultés dans telle sphère ou dans telle partie. Donc, d'avoir quelqu'un dans la classe pour m'aider, ça pourrait être bien. Puis, est-ce qu'on ne pourrait pas jumeler des élèves? Bien là, je le sais, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas le droit là avec ce que le ministre nous a dit, mais ça, je vous le répète, c'était avant les règles du ministre. Donc, est-ce qu'on ne peut pas jumeler des élèves ensemble puis de répartir nos sous-groupes? Puis c'est l'enseignant qui va changer de place. Donc, l'enseignement partagé aussi. Donc, un enseignant dire, ben là, telle notion, moi, j'ai développé des stratégies d'enseignement, puis j'irai faire ça dans tous mes groupes, dans tous les groupes, puis c'est moi qui s'occupe des sciences, par exemple, quand on est au primaire, puis c'est moi qui va faire Donc, il y a possibilité peut-être d'alléger la tâche de cette façon-là, de travailler en enseignement partagé. Il y a l'enseignement par les pairs aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, il y a certains, on le sait, il y a des élèves qui ont été super stimulés pendant l'arrêt scolaire. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir d'eux pour aider les élèves qui sont plus en retard? Donc, utiliser l'enseignement par les pairs. De toute façon, on va être en îlot de 6. Alors, c'est peut-être dans l'organisation de nos îlots de 6, on peut avoir ça peut-être en arrière-plan, de dire l'enseignement par les pairs, ça peut être un outil qui peut être intéressant à utiliser. Et malgré tout ça, parce que je m'y attendais, hein, que vous me disiez que le modèle RAI était présent dans vos milieux, c'est la première des choses, c'est de stabiliser l'anxiété, parce que là, les élèves vont apprendre à vivre dans une nouvelle réalité d'école, hein, et ils vont apprendre, vont voir, dire, bien, pourquoi tu me revois des connaissances que je connais déjà? Ah, je connaissais pas ça, comment ça fait que lui, c'est ça, puis moi, je sais pas ça. Fait que ça se peut que ça crée de l'anxiété dans la classe. Donc, stabiliser l'anxiété de performance, même, je dirais, et d'aller vers du développement de compétences le plus possible. Donc, avoir des attentes réalistes. Faut pas, comme je vous disais tantôt, faut pas attendre qu'on va faire la même affaire que les autres années. Là, on en a pour 2-3 ans encore à être décalé. Donc, soyez bienveillants envers vous-même et bienveillants envers vos élèves, bien sûr. Alors, un quatrième moyen. Donc, comment on peut faire pour justement combler les retards qu'il y a entre les élèves? Il y en a qui ont nommé dans le clavardage la conception universelle d'apprentissage. Je m'y intéresse beaucoup depuis cette année par mon nouveau mandat au récit. Donc, je vous en parle brièvement. Ce ne sera pas une formation sur la conception universelle d'apprentissage, quoique j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, il y a 3 principes, en fait. Le premier principe, c'est que l'enseignant va offrir plusieurs moyens de représentation à ses élèves. Donc, comment on va enseigner? On va enseigner, c'est sûr, avec notre tableau blanc, mais c'est pas obligé de passer par l'écrit. C'est pas obligé nécessairement de passer par l'oral. Ça peut passer par la vidéo, ça peut passer par l'audio, ça peut passer par différents moyens qui vont soutenir les élèves. Donc, c'est pas nécessairement d'être toujours non plus être en direct avec l'enseignant. Ça peut être, comme je vous disais, une vidéo asynchrone que les élèves vont l'écouter à d'autres moments. Donc, ou encore, on s'enregistre, on donne notre enseignement, mais on donne accès à des vidéos pour que les élèves qui n'ont pas compris puissent retourner voir l'enseignement ou l'explication. On va offrir plusieurs moyens d'action ou d'expression aux élèves. Donc, je vous parlais de papier-crayon, c'est un moyen, mais il y a d'autres moyens. Est-ce que l'élève va me répondre par vidéo, par audio? Est-ce que ça va être à l'oral? Comment l'élève va me répondre? Et est-ce que je peux lui donner le choix
de la réponse, dépendant de mon intention pédagogique. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc, si mon intention est d'aller vérifier l'écrit, je n'offrirai pas le vidéo là, pour me donner la réponse. C'est d'aller vérifier l'orthographe. Donc, dépendant toujours de l'intention pédagogique qu'on a, on offre différents moyens de représentation et offrir plusieurs moyens d'engagement. Donc, tantôt, je vous parlais que l'intention pédagogique peut devenir une intention d'apprentissage. Bien, ça, c'est un moyen d'engagement parce que l'élève, c'est lui qui a choisi qu'est-ce qu'il avait le goût d'apprendre. Donc, il va être engagé parce que c'est lié à qu'est-ce que lui a le goût d'apprendre. Alors, ça, c'est un moyen parmi tant d'autres. Les faire travailler en équipe aussi, de donner accès à des pairs qui peuvent, des genre de tutorat qu'on peut faire entre les élèves, mentorat, là, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais donc d'avoir accès, pas seulement à l'enseignant, mais d'avoir accès à différentes ressources pour l'aider à apprendre. Dans la conception universelle d'apprentissage, moi, il y a une implication des technologies qui est hyper importante. Hein? N'oubliez pas, je suis une agente du récit, alors c'est impossible que je ne parle pas de numérique ici. Alors, puis même dans les autres pistes, il y a moyen d'utiliser le numérique. Par exemple, en conceptualisation, modélisation, on pourrait utiliser les organisateurs graphiques de façon ce serait très facile de l'utiliser. Alors, avec la conception universelle d'apprentissage, ce que j'ai fait suite au deuxième webinaire qu'on avait donné au rendez-vous du récit, j'ai développé un autre outil qui s'appelle Numérique et CUA. Donc, là-dedans, vous allez pouvoir voir avec les différentes lignes directrices quel outil que je pourrais utiliser pour développer ça, pour développer la CUA. Donc, je vous mets, je sais que le temps file, hein, j'essaie de rattraper mon temps, Philippe. Donc, des incontournables à lire avec ce sujet-là, des applications pédagogiques de la CUA, puis le dossier CAPRES aussi. Ce sont des incontournables pour en apprendre plus sur le sujet. On donne une définition rapide. La CUA, c'est de la pédagogie universelle. C'est une approche qui est flexible et on va utiliser la technologie pour répondre aux besoins de nos élèves. La différence avec la différenciation pédagogique, si je peux dire, c'est que la conception universelle d'apprentissage, elle est a priori, c'est une planification a priori. On pense avant d'avoir nos élèves, tous les moyens possibles. Donc, je pourrais avoir un TSA, je pourrais avoir un élève sourd, je pourrais avoir un élève avec telle autre déficience. Et l'élève serait capable, mon matériel ou ma planification est pensée pour tous les élèves, toutes les conditions possibles. Donc, ça, c'est a priori, puis c'est sûr qu'il y a des réajustements après, mais on le pense pour donner accès à l'information au plus grand nombre d'élèves possible. Donc, est-ce que mes documents sont accessibles par synthèse vocale? Donc, c'est ça, c'est tout pensé avant de le remettre aux élèves. Je vous mets une courte planification aussi. Si j'ai le goût de planifier en CUA, qu'est-ce que je dois faire? Bien, premièrement, je dois examiner mes compétences, hein, bien sûr, avec les attentes. Et je vais examiner les principes de la CUA, puis je vais essayer de voir comment je peux rendre ma compétence plus explicite. Et je parlais de conceptualisation tantôt, mais comment moi je me représente cette compétence-là, mais comment mes élèves se représentent cette compétence-là, pour qu'on arrive ensemble à un consensus pour dire, bien, OK, on était d'accord, c'était ça qui étaient les attentes. Et donc, vous voyez, il y a d'autres principes, là. Les élèves vont participer au processus d'apprentissage, ils vont s'exprimer sur le concept et on va favoriser l'inclusion, bien sûr. Donc, il y a encore des défis et tout le long du processus, on doit aller évaluer le processus. On doit évaluer ce qu'on fait et se réajuster au fur et à mesure, pas parce qu'on l'a planifié une fois que c'est terminé. Et ça aussi, ça fait partie de la science de l'éducation, c'est d'avoir déjà planifié à l'avance quel sera le mode d'évaluation qui sera permis par rapport au concept. Voilà. Vous voulez planifier en tableau? Je vous mets un mode ici en tableau. Donc, vous l'avez séquencié, mais vous l'avez aussi pour vous permettre d'avoir une représentation différente que du texte. Dernière ici, comment planir la courbe? Dernière piste, on parlait de différenciation pédagogique qui est très active dans mon milieu si je me fie au sondage. Donc, la différenciation pédagogique, ça permet aux élèves de progresser au maximum. C'est souple et proactif. Donc, idéalement, là, ça va ramasser, vous allez voir les 5 autres pistes qu'on a nommées, mais comme je vous disais, il y en a ce sont des vases communicants dans les différentes approches que je vous ai proposées ou modèles. Donc, quand on arrive en différenciation pédagogique, on peut différencier sur plusieurs choses. Entre autres, on peut différencier ses exigences.
Là, il faut faire attention aussi. On dit, wow, wow, Marie-Josée, calme-toi. Mais là, quand on parle de différencier les exigences, je ne parle pas de différencier des attentes. On ne parle pas de la même chose. Parce que les attentes, si on différencie nos attentes, on est en modification, puis c'est pas ça qu'on veut. OK? Donc, différencier les exigences, ça veut dire, cet élève-là, je sais que ça lui prend plus de temps à travailler. Au lieu de lui donner 10 numéros de maths à faire, je vais y en faire 5, puis je vais les choisir pour aller vérifier si il a bien compris les concepts. Donc, quand on parle d'exigence, c'est plus de cette nature-là. Il reste 10 minutes, hein? Oui, petit rappel, il reste 10 minutes. Merci, Philippe. Je vais accélérer. On peut différencier notre soutien aussi. Donc, on sait qu'il y a des élèves qui ont plus besoin de soutien que d'autres. Alors, on dit non, non, tout le monde a le droit à 3 questions. Ouais, mais moi, j'ai la 4e, c'est ça qui ferait que je réussirais. Donc, faut différencier au niveau du soutien. On peut offrir des défis collectifs. Puis, on peut offrir des défis intellectuels individuels. Donc, des défis individuels à travers nos défis collectifs. 2 textes à lire, super intéressants. L'éthique favorise-t-elle une pédagogie différenciée telle que Freinet le préconisait, parce que Freinet, quand même, était pour l'utilisation de l'imprimerie à l'époque. Donc, est-ce qu'on est, avec la pédagogie Freinet, ça amène une réflexion sur l'utilisation des technologies? Et comment on peut... où se placent les fonctions d'aide quand on est en flexibilité, adaptation, modification? Un texte qui est disponible sur le site du RISTAS. Je vais passer rapidement parce que là, Philippe me dit que j'avais plus de temps quasiment. Alors, ici, pour la différenciation, étant donné que vous connaissez ça plus un peu, donc pourquoi différencier un document qui est super intéressant à aller voir aussi, qui a été produit par l'Association des enseignants franco-ontariens. Je vous invite d'aller lire ça. C'est vraiment bien fait. Donc, pourquoi on différencie? Bien, c'est pour s'assurer de la réussite scolaire de tous nos élèves. Puis, on définit qu'est-ce que c'était la réussite scolaire. Donc, la réussite scolaire, bien, tu sais, vous voyez, tantôt, on en parlait dans notre sondage, là, et le soutien de l'élève est assuré par l'encadrement et l'encouragement de ses parents et du personnel scolaire. Ils l'ont nommé. Donc, ça fait partie ça se rejoint, en fait, entre le sondage et nos appuis théoriques. Il y a 8 principes de la différenciation pédagogique. On dit se concentrer sur les apprentissages essentiels. Ah ben, coudonc, hein, on en a parlé tantôt, ça se rejoint. Se préoccuper des différences des élèves, intégrer l'évaluation, pas seulement un examen à la fin. Tout au long du processus, on observe, on converse avec les élèves et on regarde les productions. Donc, notre petit triangle qu'on avait tout à l'heure au niveau de la triangulation, c'est de ça qu'on parle. Il faut respecter le profil d'apprentissage. Le climat dans la classe, ça va être important. Nos îlots de 6, là, il va falloir qu'on travaille sur la gestion de classe. Comment on fait pour travailler entre 4 et 6, là, mais comment on fait pour travailler comme ça dans des îlots de travail? Il va y avoir du travail à faire là. Collaborer avec les élèves, puis viser le progrès optimal. Et bien sûr, on le dit, être flexible et souple dans notre planification. Alors, je l'ai nommé tout au long. Donc, l'annonce du ministre, les sous-groupes, les bulles de 6 élèves, les groupes fixes, locaux fixes pour le secondaire, pour le primaire secondaire jusqu'à 3e secondaire. Aucun déplacement sauf si la situation l'oblige. Moi, suite à ça, ben ma présentation était faite, mais j'ai continué à réfléchir, puis sans aller dans les détails, je les ajouterais peut-être à mes pistes de réflexion. Je me disais, ben quand j'ai ça comme paramètre, je pourrais travailler en approche coopérative, je pourrais travailler en pédagogie par projet, je pourrais travailler en démarche inductive. Mes groupes de besoins, est-ce que mes îlotistes les organisent déjà en groupe de besoins? Puis si mes groupes de besoins en maths et en français ne sont pas les mêmes, les élèves ont-ils le droit de changer de place? Okay? Ça, c'est des questions que moi, je me pose. D'autres pistes de questionnement. Si, mettons, mon élève a besoin d'aller en individualisé avec mon orthopédagogue, un psycho-aide ou avec peu importe le professionnel, est-ce qu'il a le droit de se déplacer? Est-ce que ça fait partie des déplacements qui sont obligatoires? Même chose pour l'enseignant ressources. Donc, on peut intervenir dans la classe, mais il y a des fois qu'on a besoin de faire des interventions individualisées. Donc, ça, il faut juste penser au niveau de l'organisation scolaire ou de la logistique de déplacement. Les technologies d'aide, on fait quoi avec ça? Est-ce que chaque élève va avoir son outil, comme c'est la 3810, par exemple? Mais si les outils sont prêtés d'un élève à l'autre, comment on va faire pour désinfecter tout ça? Parce que de l'alcool sur un ordinateur, je ne suis pas sûre que ça soit apprécié. Donc, il faut réfléchir aussi pour l'utilisation des différents outils qui vont être disponibles.
Il y a plein d'autres questions là qui restent, mais ça, c'était ce que j'avais là. Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je vous amène peut-être à réfléchir à ça avec vos milieux. Donc, en résumé, je vous ai fait un beau résumé, hein, parce que là, on va voter. Est-ce qu'il y en a que ça vous tente d'aller un petit peu plus loin là-dedans ou de renforcer peut-être ce que vous faites déjà? Donc, si je vous le fais en résumé, la compétence de l'apprenant, c'est apprendre à apprendre. La conceptualisation, c'est un modèle pour réfléchir. Le modèle RAI, on parle dépistage, intervention, monitoring. La CUA, ben, c'est la planification universelle pour tous. Et la différenciation pédagogique, c'est la progression maximale des apprenants. Alors, vous voyez, là, c'était rendu à vous demander, vous, est-ce qu'il y a des choses que vous, avec lesquelles vous avez le goût d'aller plus loin là-dedans? Donc, peut-être dans le clavardage, me mettre vos réponses. Est-ce que vous avez découvert des choses, vous avez le goût d'aller plus loin? Donc, vous pouvez écrire, oui, Manon nous dit conceptualisation, modélisation, c'est quelque chose qui vous a parlé. On continue avec la différenciation peut-être, la CUA. Mais tu sais, je veux dire, on peut prendre des bouts de chacun des pistes, puis on l'amalgame tout ça. La CUA, ben oui. Oui, c'est vraiment une belle approche. Je suis d'accord avec vous. Différenciation pédagogique, on consolide. Parfait. Parfait. Ben, vous pouvez continuer à écrire, mais moi, je vais poursuivre parce que le temps file. Alors, je ne le mettrai pas plein écran, c'est correct. Alors, moi, en guise de conclusion, je suis rendue là. Donc, on dit souvent de mettre l'élève au centre de nos actions, au centre de nos décisions. Donc, on va mettre les élèves au centre de nos décisions, mais aussi, il faut mettre la bienveillance au centre de nos actions. Donc, si je ramasse tout ça, rendons les outils accessibles pour tous, selon les principes de la CUA. Favorisons des contextes d'apprentissage qui augmentent la disponibilité à l'apprentissage. Puis surtout, il faut croire en la capacité de l'apprenant. Donc ça vient jouer beaucoup sur le sentiment d'efficacité personnelle des élèves. Je vais dire un merci à deux personnes qui sont super chères à moi. Merci pour ma super belle phrase. Deux personnes qui m'ont aidé à réfléchir pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je veux dire merci à Annie Gagné, qui est une CP d'adaptation scolaire à la commission scolaire de Monts-et-Maries, et Isabelle Turcotte, qui est au CSS des premières seigneuries. Donc, deux filles qui m'ont vraiment beaucoup aidé à réfléchir à la présentation que j'ai faite aujourd'hui. Je ne pouvais pas passer ça sous silence. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi pendant cette heure. J'espère que ça va vous amener à réfléchir et à vous donner des pistes peut-être de solutions ou d'essais du moins. Donc, dans cette situation exceptionnelle, c'est sûr que là, c'est du jamais vu. Alors, moi, je vous souhaite juste bon succès pour la suite des choses. Puis, au plaisir de vous revoir. Bon été tout le monde.